Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je voudrais tout d'abord remercier les gens qui sont derrière leur smartphone et derrière leur ordinateur et remercier particulièrement les gens qui ont beaucoup insisté à ce qu'on refasse cette émission-là. Vous ne le savez peut-être pas ou vous le savez, et si vous ne le savez pas, je vous le dis. La dernière émission qui a été diffusée a eu un petit problème technique indépendant de la volonté des organisateurs. Et donc, on est là avec grand plaisir pour refaire cette émission, pour votre plaisir à vous et pour le nôtre. Et j'ouvre une petite parenthèse pour vous dire que derrière la page Femmes Positives, il y a une équipe jeune, dynamique et très enthousiaste qui se force et qui se promet de partager avec vous des éclairages réguliers tous les mardis à 20 h. Et ce soir, c'est une exception, et donc c'est une exception qui confirme la règle. Nous allons donc parler pendant à peu près une demi-heure d'obésité, et je souhaite que cette demi-heure sera un élément d'échange surtout, et non pas un discours sur l'obésité, parce que un discours, on peut le retrouver sur Internet, ça n'a aucune espèce d'importance, et je suis là donc pour répondre dans la mesure du possible à vos questions. Je me présente, je suis le Dr Cohen, j'ai oublié de vous lire ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis chirurgien digestif et mes domaines d'expertise sont la chirurgie cancérologique et l'obésité qui est le sujet de ce soir. Alors, pour parler d'obésité, on va d'abord déterminer le cadre, si vous voulez, et dire qu'est-ce que c'est être en bonne santé. Et pour ceci, on revient à la définition de l'Organisation mondiale de la santé qui dit que quelqu'un qui est en bonne santé, c'est quelqu'un qui est dans un état physique, psychique et social satisfaisant ou sinon parfait. Et donc l'obésité se trouve au carrefour de ces trois éléments-là parce que la personne obèse n'est ni dans un état psychique satisfaisant, ni en état physique satisfaisant, ni même en état social satisfaisant, puisqu'il rencontre régulièrement des difficultés relationnelles et intersubjectives au niveau professionnel, au niveau même familial et au niveau social en général. Ceci est encore beaucoup plus accentué pour les enfants obèses. Et bien évidemment, cette relation intersubjective, enfin cette intersubjectivité, retentit sur le moral et effectivement, les personnes qui souffrent d'obésité souffrent psychologiquement de façon relativement importante et malheureusement, et c'est là le problème, malheureusement, l'entourage ne comprend pas ça et les personnes qui ne sont pas obèses ne comprennent pas cette souffrance. Ce qui explique le fait que les patients ou les patientes qui souffrent d'obésité vont consulter pratiquement tout seuls, sans parfois le dire à leurs proches. Alors, la situation au Maroc est un petit peu particulière parce qu'on commence à avoir énormément de cas d'obésité par rapport à quelques années. Et si on croit les statistiques, on est pratiquement à 13% d'obèses ou de super-obèses. Ce qui est quand même un chiffre assez important, c'est-à-dire qu'une personne sur 10 que vous avez rencontrée dans la rue est obèse et avec une obésité assez avancée. Les chiffres donnent aussi 35 à 40% de surpoids, ce qui fait que c'est un phénomène extrêmement important et il faudrait absolument qu'on le sache et qu'on le prenne en charge. Pourquoi donc cette obésité? Parce que, pour deux choses éventuellement, nous avons une gastronomie marocaine excellente, succulente et très intéressante. Malheureusement, c'est une alimentation qui apporte beaucoup de graisse, qui apporte beaucoup de lipides et qui apporte beaucoup de sucre. Et par conséquent, ce n'est pas très très bon pour la santé. Quand c'est bon pour le palais, c'est parfois pas très très bon lorsqu'on abuse de cette alimentation. Et le deuxième phénomène, c'est ce que l'Occident nous a vendu, malheureusement, la floraison des fast-foods, les McDonald's et les KFC qui vous donnent, ou qui donnent à nos enfants, et plutôt parfois même aux adultes, une alimentation qui n'est pas du tout valable pour l'épanouissement d'une bonne santé. Alors, pour vous situer le problème, je vais prendre un exemple de singe. Je vais vous parler des singes avant de vous parler des hommes. Les scientifiques ont observé pendant une trentaine d'années deux populations de singes. Et donc, la première population, c'est une population qui mangeait ce qu'elle voulait, quand elle voulait, comme elle voulait, de façon anarchique, sans aucune restriction.
et une deuxième population qu'on a soumise à des repas rationnels. Et on a observé les deux populations pendant 30 ans. On s'est rendu compte que les singes qui avaient une alimentation rationnelle, enfin une alimentation équilibrée, étaient plus vifs, étaient plus joueurs, vivaient sans maladie et vivaient longtemps. Par opposition aux singes qui mangeaient n'importe quoi, eh ben, ils étaient plus fatigués, ils paraissaient plus vieux, ils développaient beaucoup de maladies et ils mouraient bien avant les autres. Mais ceci est transportable chez les humains. Je vous redonne encore un autre chiffre, et je suis désolé de vous donner des chiffres comme ça, mais c'est un chiffre assez significatif. La personne obèse a une espérance de vie de pratiquement moins de 10 ans par rapport à une personne qui n'est pas obèse et qui a le même âge. Ça veut dire que l'obésité va induire des raisons qui vont conduire le patient à des complications médicales et à un décès relativement précoce par rapport aux personnes qui ne sont pas obèses. Alors, on parle d'obésité, il faudrait peut-être définir aussi le cadre. On parle d'obésité, c'est un état physique, et on calcule cette obésité avec un rapport qu'on appelle indice de masse corporelle ou BMI, et ce rapport divise la taille par le poids au carré. On obtient donc un chiffre, et ce chiffre nous permet de dire que la personne est obèse, ou en surpoids, ou très obèse, ou normale, entre guillemets. Alors, quand ce chiffre est inférieur à 25, il n'y a pratiquement pas de problème d'obésité. Entre 25 et 30, on est dans le cadre d'une obésité. À partir de 30 à 35, on est dans une obésité sévère. Lorsque ce rapport de taille sur le poids au carré dépasse les 40, on est dans un état d'obésité morbide. Et c'est une obésité qui va s'accompagner de beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes de santé. Parmi ces problèmes, je ne sais pas s'il y a des questions, mais non, on me dit que non. Donc, parmi ces problèmes, il y a des problèmes cardiaques. Et les sujets obèses sont souvent victimes de problèmes d'hypertension artérielle, d'infarctus du myocarde, d'embolie, d'obstruction de vaisseaux par les caillots sanguins. Et ça diminue effectivement leur espérance de vie. L'obésité va avoir aussi des problèmes en rapport avec l'appareil respiratoire. Et les gens vont être essoufflés, rapidement essoufflés, vont avoir des problèmes d'apnée du sommeil. Et l'apnée du sommeil, c'est-à-dire que pendant le sommeil, on oublie de respirer, et ça peut durer de quelques secondes à plusieurs secondes. Et de ce fait-là, on se réveille fatigué parce que le cerveau n'a pas été oxygéné correctement pendant le sommeil, si on n'a pas dérangé le conjoint par les ronflements. Nous avons aussi des problèmes métaboliques, c'est-à-dire que l'obèse est sujet souvent au diabète. Les femmes sont sujettes à des troubles de règles, à des grossesses difficiles, parfois même stérilité. À côté de ces problèmes-là, on peut trouver des problèmes ostéo-articulaires, c'est-à-dire que les genoux et les chevilles ne peuvent plus supporter le poids de la personne, et par conséquent, il y a une souffrance particulière à ce niveau-là. On rencontre bien évidemment des problèmes dermatologiques. Vous imaginez bien que entre les plis de l'abdomen ou des fesses ou des cuisses, on peut avoir des dermites, enfin des inflammations de la peau, on peut avoir des mycoses, des choses comme ça. Et je vous ai parlé tout à l'heure du problème psychologique. Il y a une question. Alors, c'est une certaine dame qui demande: j'ai un surpoids au niveau du ventre, est-ce que vous me conseillez une opération? Alors, justement, on confond souvent le tablier abdominal, enfin ce qu'on appelle le tablier abdominal, c'est-à-dire un ventre qui pend, avec l'obésité. On peut avoir un ventre qui pend sans être obèse. L'obésité, c'est une accumulation de graisse de façon uniforme dans tout le corps. À ce moment-là, moi, je vous conseille de consulter votre médecin et de revenir sur les calculs que je vous ai dit tout à l'heure. C'est le calcul du BMI et le tour de taille. Si par exemple le tour de taille dépasse 80 cm chez une femme, on peut éventuellement parler d'obésité. Donc je vais peut-être continuer. On va continuer sur les complications dont on a parlé. Maintenant, quels sont les facteurs qui induisent l'obésité?
Eh ben, c'est très simple. L'obésité provient d'un déséquilibre entre ce qu'on apporte à l'organisme comme énergie et ce que l'organisme dépend. Et cet apport énergétique est essentiellement alimentaire. Donc lorsqu'on mange beaucoup, il faut bien sûr dépenser. Et si on ne dépense pas, ben on fait en stock de l'énergie. Cette énergie est stockée en forme de graisse qui va persister et qu'on aura du mal à perdre, même si on fait des efforts parfois. Et donc, une autre question. Je suis obligé de m'interrompre, mais je suis désolé. Je suis très content de répondre aux questions. Désolé de vous interrompre. Alors, c'est une certaine dame. J'ai essayé pas mal de régimes, du coup, mon corps ne réagit plus au régime. Que dois-je faire? Oui, ben justement, les régimes, on va peut-être en parler plus longuement parce que, enfin, je veux me fâcher avec personne, surtout pas avec les nutritionnistes. Les régimes alimentaires induisent certainement une perte de poids, parfois peut-être considérée importante. Mais lorsqu'on est en phase de régime, on a une espèce de frustration particulière qui est difficile à supporter, d'une part, et on a une contrainte pendant toute la période du régime. Et tout ceci peut être supporté. Sauf que, lorsqu'on a fini son régime, eh ben, on reprend forcément du poids, et parfois on reprend beaucoup plus que ce qu'on a perdu. Ce qui fait que, moi particulièrement, je conseille des régimes pour des gens qui veulent perdre 5 ou 10 kilos et qui essayent des régimes soft, j'allais dire, parce que les régimes sévères induisent forcément et sont un facteur d'obésité. Et donc, comme on a parlé des régimes, on parlait tout à l'heure des facteurs qui induisent l'obésité, c'est effectivement quand on mange gras et quand on mange beaucoup de sucre, comme dans notre culture, eh bien forcément on va grossir. Un autre élément, c'est les grignotages, c'est-à-dire que les gens qui vont manger entre les repas, qui ont les chips à portée de main, les petits bonbons, les chocolats par-ci, un chocolat par-là, ça c'est un élément qui favorise l'obésité. Le troisième élément, c'est justement les régimes dont on vient de parler tout de suite. Les régimes sévères induisent forcément une reprise du poids et des fois une reprise de poids très très importante. C'est la raison pour laquelle il faut bien étudier le cas avant de proposer un régime et il faut choisir. Et pour moi, le régime idéal, c'est un régime équilibré où on mange moins. Et justement, c'est là où intervient la chirurgie parce qu'on va amener les gens à moins manger. Alors, je reviens toujours aux facteurs qui induisent l'obésité. Il y a bien sûr des facteurs hormonaux, c'est relativement rare. Il y a des facteurs génétiques, c'est relativement rare. Il y a quelques médicaments. Il y a l'arrêt de tabac. Puis il y a les circonstances psychologiques. On peut remarquer une prise de poids importante lors, par exemple, d'un divorce ou du chômage ou d'une séparation ou d'un décès. Donc tout ceci fait que le sujet peut gagner du poids facilement. Mais les éléments les plus importants, ce sont ce qu'on apporte à l'organisme. C'est-à-dire que lorsqu'on mange beaucoup, on dépense moins, bah forcément, on fait des réserves et on grossit. Alors une autre question. Ma petite fille, âgée de 12 ans, adore manger. Et elle est trop grosse, elle pèse 75 kilos. D'accord? Est-ce que vous me conseillez une opération? Si oui, sleeve ou anneau? Alors, le problème de l'obésité chez l'enfant est un problème à part. C'est un problème très très délicat. Aucune chirurgie n'est indiquée avant 18 ans. Je sais que les Américains baissent ce chiffre à 16 ans, mais en tous les cas, on ne peut pas opérer un enfant pour un problème d'obésité. Donc, à mon avis, il faut leur réapprendre à manger. C'est une entreprise relativement difficile, surtout pour les enfants qui aiment les sucreries, qui mangent beaucoup, qui sont actifs et qui ont besoin de manger comme ça. Mais justement, c'est un problème qu'il faut, en dehors des situations d'une maladie hormonale ou d'un problème héréditaire, je pense qu'il faut éduquer nos enfants à ne pas trop manger et leur éviter les sucreries et surtout les fast-foods. Alors une autre question, c'est une certaine dame. دكتور انا ولدت 4 المرات بعمليه قيصريه وعندي 38 سنه بغيت ندير شفط الدهون للبطن حيت الكرش عندي بوحدها اللي مشكل معقدني درت الرياضه ولكن الكرش والجلد الزائد ما يمكنش يمشيو بلا تجميل. بطبيعه الحال ما غتمشيش بلا تجميل لان هذيك الكرش اللي نازله ماشي مشكل ديال السمنه هذا مشكل ديال الجلد اللي ترخى وجمعت فيه لا غريس دونك لا بدا من عمليه الشفط وباش تزول هاد الكرش هادي.
Alors une autre question. Je suis dépressive et je prends des médicaments. Et j'ai pris beaucoup de poids et je ne peux pas me passer des médicaments. Qu'est-ce que vous me conseillez? Justement, on en a parlé tout à l'heure, effectivement, il y a certains médicaments qui induisent l'obésité. كاين بعض الادويه اللي تعطيو هذا المشكل ديال السمنه وما يمكنناش نستغناو عليهم افكتيفمون الا كان الانسان ديبريسيف غادي لا بدا خصو هذا الدواء هذا خصو ياخذو دونك تنظن بانه حتى ياخذ الدواء الحاله البسيكولوجيه ديالو تتحسن خصو يدير شويه ديال الرياضه وخصو يحاول ما ياكلش بزاف. Alors une autre question. Alors c'est une certaine dame. Elle demande, en fait j'ai visité plusieurs médecins et à chaque fois, l'un d'eux, on me conseille à chaque fois soit bypass, soit sleeve. Qu'est-ce que vous me conseillez? Alors, on va en parler tout à l'heure, mais je peux déjà vous répondre. Si vous avez effectivement une obésité qui nécessite une intervention chirurgicale, votre médecin va vous donner le choix et il va guider ce choix-là en fonction de plusieurs éléments. En fonction d'abord du bilan que vous allez faire avant l'intervention et en fonction le résultat qu'on veut obtenir. Alors, aujourd'hui, la sleeve, c'est une intervention qui permet forcément de maigrir avec moins de risques que le bypass. Mais la sleeve a ses indications et le bypass a ses indications. Je pense que c'est une discussion qui doit se faire avec votre chirurgien directement pour justement qu'il vous explique quels sont les avantages et les inconvénients de chaque technique. En ce qui me concerne, j'ai une préférence particulière pour les sleeves. Alors une autre dame, elle demande pour le sleeve, est-ce que c'est une anesthésie locale ou tout le corps? Alors effectivement, la sleeve, c'est une intervention chirurgicale qui réduit une partie de l'estomac, enfin on coupe une partie de l'estomac et par conséquent, même si c'est une intervention qui se fait sous cystoscopie, on a besoin d'une anesthésie générale. On en était où? Je ne me rappelle plus. On était dans les éléments qui permettaient qui induisaient la prise de poids. On avait parlé de l'alimentation, les graisses et les sucres. On avait parlé des régimes, on a parlé des problèmes hormonaux, on a parlé aussi des problèmes héréditaires, les circonstances psychologiques, on en a parlé effectivement. Et il nous reste de parler de la chirurgie effectivement. Enfin, le but de la chirurgie ou la façon pour amener les gens à maigrir. Alors, on a évacué le problème du régime alimentaire. Nous reste les techniques qui permettent aux gens de maigrir. Alors, le but ou la philosophie de ces interventions, c'est de réduire le volume de l'estomac pour qu'on obtienne une satiété précoce, c'est-à-dire pour ce faire, il faut que l'estomac soit plus petit. Et dès qu'on mange, on a une information qui va de l'estomac au cerveau et qui dit « je n'ai plus faim ». Et donc je vous demande de retenir cette phrase-là, « je n'ai plus faim », parce que c'est important pour le suivi des interventions. Alors, quels sont les moyens pour faire diminuer le volume de l'estomac? Il y a un moyen très simple qui s'appelle le ballon gastrique. Alors, qu'est-ce que c'est le ballon gastrique? C'est une intervention très très simple. Lors d'une fibroscopie sous anesthésie, enfin une anesthésie légère, on introduit un ballon dégonflé au niveau de l'estomac. Une fois qu'il est au niveau de l'estomac, on le gonfle, donc il prend de la place et par conséquent, il réduit le volume de l'estomac. Du coup, les gens mangent beaucoup moins qu'avant, mais au bout de 6 mois, ou parfois même certains ballons pour les garder 9 mois, on est obligé de les enlever. Alors, quand on les enlève, on retombe dans le problème des régimes alimentaires. Et on est obligé soit de remettre un autre ballon, soit de faire une intervention chirurgicale. Alors, chez certains patients très obèses, qui ont une obésité morbide, on préfère mettre un ballon gastrique pour préparer l'intervention. C'est-à-dire, là, on va la faire maigrir un petit peu, et par conséquent, l'intervention va devenir plus facile. Mais ceci, c'est une question à part, une question de hyper spécialisée. Une question. Alors, une autre question. Alors, on m'a posé un anneau gastrique en avril 2009 et au lieu de perdre du poids, j'ai pris 6 kilos. Est-ce que ça veut dire que ça ne marche pas ou quoi? Oui, ça veut dire que ça ne marche pas.
ça veut dire, et on va parler de l'anneau gastrique, ça veut dire que l'anneau ne remplit plus son rôle. Il a dû certainement remplir son rôle à un moment, vous avez certainement dû maigrir, et maintenant, ça ne fait plus son rôle. Ça ne remplit plus son rôle pour deux raisons. La première raison, et je vous ai demandé tout à l'heure de retenir la phrase de « je n'ai plus faim », c'est que lorsqu'on mange et lorsqu'on fait une intervention pour une chirurgie de l'obésité, on se rend compte rapidement qu'on n'a plus faim au bout de 3-4 bouchées. Donc si au bout de ces bouchées-là, on a cette information de « je n'ai plus faim » et on continue à manger, eh ben on va augmenter, on va dilater l'œsophage, ou on va dilater l'estomac, ou le petit estomac, et par conséquent, on va manger plus. On commence d'abord par vomir, parce que l'estomac ne supporte pas, et on finit par ne plus maigrir, et parfois même regrossir. Donc ça, c'est un problème qui est particulier aux patients. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit tout à l'heure de retenir la notion de « je n'ai plus faim ». Et cette information se fait de façon automatique, c'est-à-dire qu'on ne fait pas d'effort. La deuxième possibilité, c'est que l'anneau, effectivement, a dû peut-être bouger et du coup, il ne rend plus son rôle. Et on va tout à l'heure parler de l'anneau gastrique et des autres techniques. Ça me permet donc de relancer l'histoire sur l'anneau gastrique. Alors l'anneau gastrique, effectivement, va compartimenter l'estomac en deux parties, une petite partie, une grosse partie qui ne va pas servir à grand-chose, mais la petite partie va recevoir les aliments. Et donc va, elle, envoyer cette information au cerveau pour dire que je n'ai pas faim. L'anneau gastrique se fait sous anesthésie générale. Il est relié à un boîtier qui est sous la peau, qui nous permet de gonfler ou de dégonfler l'anneau. L'anneau, c'est comme une espèce de chambre à air. On peut donc la gonfler ou la dégonfler en fonction du besoin, en fonction de ce qu'on veut obtenir comme perte du poids. C'est une intervention qui est très facile, qui généralement n'a pas beaucoup de complications, pratiquement pas de complications en rapport avec l'anneau, mais c'est une anesthésie générale bien sûr. Mais on s'est rendu compte qu'au bout de 6-7 ans, eh bien, les anneaux posés ne remplissent plus leur rôle et on est obligé de les enlever pour soit problème technique, soit pour un problème d'infection, soit pour un problème d'érosion de l'estomac, c'est-à-dire qu'ils peuvent abîmer l'estomac dans des conditions particulières. Et par conséquent, on va pratiquement enlever 6 anneaux sur 10. C'est-à-dire que si on a posé 10 anneaux il y a 10 ans, ou là il y a 8 ans, eh bien, on va être obligé d'en enlever 6. Et du coup, c'est une intervention qui se pratique de moins en moins, pour ne pas dire pratiquement plus, parce qu'il y a d'autres interventions qui sont mieux et qui marchent beaucoup mieux. Mais l'anneau garde bien entendu quelques indications. Donc c'est une question à voir avec son chirurgien, avec l'équipe qui entoure l'acte chirurgical. Une autre question avant de continuer. Une autre question. Avec la sleeve, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir l'anorexie avec le temps? Ça ne s'appelle pas une anorexie, ça s'appelle une satiété précoce. C'est-à-dire qu'on mange un petit peu et on n'a plus faim. Donc ce n'est pas une anorexie. L'anorexie, c'est qu'on n'a pas envie de manger et on maigrit. Alors là, on induit, si vous voulez, une espèce d'anorexie, mais c'est une anorexie où il n'y a pas de frustration, il n'y a pas de trouble psychologique. Alors une autre question. Quelle est la fréquence de surveillance après une opération d'obésité? Alors ça dépend justement. Quand on intervient quand on fait par exemple, que ce soit un anneau gastrique, une sleeve ou un bypass, il est préférable de voir son chirurgien la première semaine, la deuxième, la troisième et la quatrième semaine, et puis éventuellement à 3 mois. Alors pour le bypass, la surveillance est beaucoup plus serrée, plus rapprochée que pour la sleeve par exemple, et on va en parler tout à l'heure. Alors une autre question, j'ai fait une cure détox d'aloe vera où j'ai perdu quelques kilos, je me sens bien aujourd'hui, que me conseillez-vous, docteur, afin de maintenir mon poids, sachant que je suis gourmand de tout? Oui, c'est une bonne question. Effectivement, il semblerait que ces protocoles induisent une perte de poids temporaire. Le problème, c'est que dès qu'on arrête la cure, on va reprendre du poids forcément. Alors, ce que je vous conseille, c'est de faire beaucoup de sport et d'éviter tous les aliments qui vous apportent beaucoup d'énergie, essentiellement les graisses, les sucres, et puis voilà. Sinon, faites du sport. D'accord. Alors, on revient aux interventions. Alors, avant de revenir aux interventions, les patients qui vont consulter pour obésité vont
bénéficier d'une prise en charge globale. C'est-à-dire que cette prise en charge, où le maître d'œuvre, qui est le chirurgien spécialisé d'obésité, va avoir autour de lui toute une équipe, un gastro-entérologue, un endocrinologue, parfois un psychologue, un cardiologue, un biologiste et un anesthésiste. Et donc tout ce monde-là travaille ensemble pour justement trouver le bon moyen pour faire maigrir les patients. Et lorsqu'on a fait tout ce bilan-là, c'est-à-dire essentiellement une fibroscopie pour voir si l'estomac, s'il n'y a pas de reflux par exemple, auquel cas l'intervention n'est plus une sleeve, c'est une autre intervention. Donc tout ce monde-là se met d'accord pour proposer aux patients un type d'intervention. Et une fois que l'intervention est faite, il y a un suivi bien entendu. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un suivi sur 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et parfois plus pour les bypass. Alors pour revenir aux interventions, je vous ai parlé de l'anneau gastrique, il nous reste de parler de la sleeve. Alors la sleeve gastrectomie, ou le sleeve gastrectomie, peu importe, la sleeve c'est un terme anglais, c'est une intervention qui tend aussi à réduire le volume de l'estomac, et cette fois-ci-là, ce n'est pas en mettant un corps étranger, mais en coupant une partie de l'estomac. Donc on coupe pratiquement les 2/3 de l'estomac. Alors on coupe une partie qui contient des cellules qui sécrètent une hormone responsable de la faim. Ce qui fait que l'effet de la sleeve est pratiquement double, parce que les gens n'ont pas faim spontanément. Et le fait de réduire l'estomac induit cette diminution des volumes ingérés. Et par conséquent, on maigrit automatiquement. Et donc on n'a pas de surprise particulière avec la sleeve comme on peut l'avoir avec l'anneau gastrique. Sauf que si effectivement on continue à manger alors qu'on n'a plus faim, ben l'estomac va se dilater, donc va augmenter de volume, et on mangera encore de plus en plus, et on va forcément grossir. Donc c'est la raison pour laquelle j'insiste beaucoup sur le fait que je n'ai plus faim. Enfin, c'est une espèce d'information qui arrive au cerveau, qui est une information spontanée, qui est une information sans effort. C'est-à-dire que lorsqu'on bénéficie d'une chirurgie d'obésité, il n'y a pas de frustration comme lorsqu'on fait un régime, et le corps va se réadapter normalement et spontanément à la vie de tous les jours. Et on réapprend à manger, on réapprend à vivre autrement qu'avant, et de façon pratiquement automatique. Alors une autre question. Alors en fait, moi c'est une certaine dame. Moi je témoigne avoir été opéré par vous il y a 10 ans, et réglé mon problème de surpoids. Hyper satisfaite. Dois-je m'inquiéter de l'état de mon anneau tout de même? Non, non. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a 6 anneaux, 7 anneaux sur 10 qui ne marchent pas. Mais on a 3 ou 4 qui vont marcher pendant toute la vie. Et auquel cas, il ne faut surtout pas les toucher. Si le résultat est parfait, si le résultat est satisfaisant, on n'a pas besoin de changer. On ne change pas une équipe qui gagne. Alors une autre question. Après l'intervention, on va perdre combien de kilos par semaine et combien de temps pour avoir le résultat final? Alors quand on fait une intervention, que ce soit un anneau, un sleeve ou un bypass, on commence à perdre du poids les premiers jours. Et les gens sont vraiment étonnés de perdre par exemple 10 ou 15 ou parfois même 20 kilos en un mois. Mais parce qu'on a une alimentation, donc il y a cet effet de l'intervention, et puis on mange relativement liquide pendant les premières semaines, ce qui fait que la perte de poids est très très importante pendant le premier mois, et elle va suivre une courbe inversement exponentielle si vous voulez, et le résultat final, on l'estime généralement à 6 mois ou 1 an. Alors, élément important, pour remettre une certaine vérité, quoique il n'y a pas de vérité ultime et absolue, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va perdre du poids avec toutes les interventions, on va perdre jusqu'à de 50 à 70% de surpoids. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez 50 kg de plus que l'état supposé normal, eh bien vous n'allez pas perdre 50 kg, vous allez perdre maximum 43 ou 45 kg. Et donc, il y a un moment où on s'arrête de perdre et on va stabiliser son poids. Et l'intérêt de la chirurgie par rapport au régime, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'au moment où les régimes vont donner une satisfaction temporaire et puis une reprise du poids après, les interventions chirurgicales s'inscrivent dans le temps. Donc ce sont des gestes pérennes. Non, il n'y a pas d'autres questions. Une autre question, si? Beaucoup d'autres questions.
En fait, c'est une certaine dame. En fait, en général, naturellement, je stocke les graisses au niveau de mes cuisses et fesses. Malgré régime et sport, je maigris jamais. Est-ce que c'est un problème hormonal? C'est peut-être pas un problème hormonal, c'est peut-être un problème génétique. C'est possible. Enfin, vous savez très bien, les hommes sont androïdes, les femmes enfin, ont les épaules plus larges que le bassin, les femmes ont les bassins plus larges que les hommes. Et ça, c'est pas, c'est en fonction des régions, en fonction des familles, en fonction des ethnies. Ça n'a pas de raison particulière, si vous voulez, à part cela. Alors, une autre question. Docteur, je vous demande une explication pour l'anneau. Alors, je reprends. L'anneau gastrique. Brièvement. Brièvement. Alors, l'anneau gastrique, c'est une espèce de chambre à air qu'on va mettre autour de l'estomac, autour de la partie supérieure de l'estomac, et qui est relié à un boîtier, et ce boîtier est sous la peau. C'est une intervention qui se fait sous anesthésie générale, qui est relativement facile à faire, mais on doit avoir une surveillance, comme pour toutes les interventions. Alors, cet anneau gastrique compartimente l'estomac en deux parties, et donc apporte aussi cette satiété précoce, c'est-à-dire qu'on a pratiquement plus faim dès qu'on mange juste un petit peu. Le boîtier permet de gonfler ou de dégonfler l'anneau en fonction du résultat qu'on va obtenir. Alors, une notion très importante, c'est que lorsqu'une femme qui porte un anneau gastrique et qui a envie ou qui tombe enceinte, il faut absolument ouvrir l'anneau complètement. Alors, une autre question. Je suis diabétique, est-ce que j'ai droit à cette intervention? Surtout. Et on n'a pas encore arrivé à ce point-là. On sait aujourd'hui que l'amaigrissement améliore ou guérit pratiquement le diabète. Et donc, par conséquent, lorsqu'on fait une intervention, quand on fait une sleeve par exemple, ou on fait un bypass, eh ben, c'est une façon de guérir le diabète de type 2. Enfin, il y a deux diabètes, mais le diabète de type 2, on arrive à le guérir avec la chirurgie. Alors, une dernière question. Je suis en échec d'anneau, blocage répété et super douloureux, perte nulle de poids, voire reprise par moment. Oui. Et je voulais savoir comment je peux passer de l'anneau à la sleeve. Merci beaucoup. Alors, j'allais dire c'est très simple, mais ce n'est pas aussi simple que ça. C'est simple pour les chirurgiens, mais pour les malades, c'est un peu plus difficile. Quand on a un anneau gastrique qui ne marche pas, il faut l'enlever. Alors, l'enlever et faire autre chose, forcément, parce que si on ne fait rien, ben on va avoir une reprise du poids. L'anneau, on peut l'enlever et faire une sleeve ou un bypass dans le même temps opératoire, mais ça me paraît personnellement un petit peu risqué. Ce que je conseille, c'est d'enlever l'anneau, de se donner 3 mois ou 3 à 6 mois, pour refaire une intervention qui est à ce moment-là une sleeve gastrectomie ou un bypass en fonction du bilan préopératoire et en fonction de plein d'autres éléments. Je pense que c'est terminé. Non, on peut continuer? Il n'y a plus de questions, donc allez-y, terminez. D'accord. Alors, on a parlé de la sleeve. Le bypass, c'est une intervention qui est relativement lourde. Elle a pour but aussi de réduire le volume de l'estomac, mais elle a quelque chose de plus, c'est-à-dire qu'on va shunter une partie de l'intestin. Et cette partie de l'intestin, c'est où se fait l'absorption des vitamines et des oligo-éléments. Alors justement, le problème, c'est que le patient mange très très peu et il ne bénéficie pas complètement de ce qu'il mange. Et c'est pourquoi il faut absolument une surveillance très particulière pour le bypass. Il faut que les gens qui ont bénéficié de cette intervention comprennent qu'ils vont être obligés de prendre des vitamines et des oligo-éléments à vie. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est la raison pour laquelle parfois, moi personnellement, j'hésite à proposer le bypass pour les patients quand ils ne veulent pas comprendre, quand ils n'intègrent pas le fait de prendre des vitamines à vie et de se soumettre à une surveillance particulière. Pourquoi? Parce qu'on se sent bien, on perd du poids, effectivement, on est très content, mais derrière, il y a des vitamines qui manquent, il y a des oligo-éléments qui manquent, et par conséquent, on va avoir les effets secondaires de tout ça 10 ou 15 ans après. Alors, une dernière question, parce qu'on a dépassé le temps de 4 minutes. Alors, j'ai un anneau depuis 2010 et j'ai perdu 70 kilos, mais suite à une grossesse, j'ai repris la moitié. Mais comme mon anneau a glissé, je ne sais pas si je peux le resserrer à nouveau, car j'ai peur qu'il me bloque encore une fois. C'est la même chose, qu'il me bloque encore une fois. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, si l'anneau, il faut faire une radio pour voir comment il est placé cet anneau-là. Il a certainement bougé et à ce moment-là, il faut l'enlever.
sans aucune discussion, et faites-vous faire une sleeve ou un bypass en fonction de votre bilan. Mais il faut l'enlever. On peut continuer. D'accord, donc on a parlé du bypass, on a parlé de l'importance de la surveillance, l'importance de la prise de vitamines et d'oligo-éléments pendant pratiquement toute la vie. Alors lorsqu'on a fait le tour de toutes ces questions-là, on s'est fait opérer, on est contente, on a perdu du poids, tout va bien. Et on va remarquer que notre corps va s'adapter à la nouvelle configuration. Pas d'effort pour maigrir, pas de frustration, et on va réapprendre à manger, à vivre. Alors, il y a des règles qu'on propose, enfin des propositions qu'on fait aux patients opérés et qui sont très très efficaces, très simples et efficaces. Premièrement, c'est de manger doucement. Deuxièmement, c'est de prendre des petites bouchées. Troisièmement, l'astuce de mettre une petite assiette et pas une grande assiette. Quatrièmement, ne pas boire lorsqu'on mange. C'est-à-dire qu'il faut boire soit avant, soit après le repas. Cinquièmement, ce qui est très important, et sur la notion sur laquelle j'insiste, c'est dès qu'on n'a plus faim, on arrête de manger. Sinon, on va regrossir. On va commencer par vomir d'abord et on va regrossir. Et donc, ça ne sert à rien si on ne comprend pas cette notion-là. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je pense qu'on a fait le tour de la question. Les 30 minutes sont terminées. En fait, maintenant, nous sommes à 36 minutes. 36 minutes. On va donc conclure. C'était avec grand plaisir. Je voudrais remercier les gens qui ont posé des questions et je voudrais vous inviter sérieusement à encourager la page Femmes Positives. Consultez-la régulièrement. Elle vous donnera des informations et des éclairages sur les problèmes médicaux. Et surtout, faites-la découvrir à vos amis et à vos proches. Très bonne soirée.